Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Tour Zéro pour ceux qui ne nous connaissent pas. Il est enfin l'heure de faire cette fameuse vidéo parce que, à moins que vous ne soyez pas au courant que les Worlds aient eu lieu, mais nous avons eu, notre cher Faye, héros que j'aime représenter, sur cette chaîne, qui a gagné les championnats du monde, donc ce week-end à Barcelone. Je suis très content. En même temps, je suis pas très content parce qu'il a pris 300 points de LL et du coup, je le jouerai moins longtemps, mais je suis très, très content parce que on a pu voir la force du héros, en plus piloté, d'une façon vraiment, perfecte. Donc pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, du coup, ça me donne enfin l'occasion de vous faire cette deck tech de Faille, qui m'a été pas mal demandée, pour donner un peu mon expertise et un peu mon avis sur sa liste. Je vais faire un petit disclaimer avant. Je pense pas avoir le niveau du champion du monde, je pense pas avoir son niveau de jeu. Par contre, j'ai bien regardé sa liste, j'ai regardé ses plays, et je pense avoir assez d'expertise pour pouvoir vous expliquer un peu ses choix, pourquoi il a fait ça, vous donner un peu l'avis sur le deck, puisque c'est un deck en soi qu'on a l'habitude de jouer en compétitif. On avait notamment discuté avec Xavi sur le Discord, qui faisait World également avec Faille, et qui a joué le deck aux nationaux. On avait un peu discuté des listes, etc. Et au final, on était tombé sur des listes assez similaires. Donc, on va partir là-dessus. On va regarder son deck. On va regarder pourquoi, parce qu'il y a des petites choses qui changent quand même. Et si vous voulez découvrir le héros, eh ben, je vous en prie, prenez place. Et on va partir tout de suite. Hop, je vous mets la liste. Donc encore une fois, félicitations à Alexandros Argyriou, désolé si je prononce mal, mais un grand bravo à lui, il a montré du très grand niveau de jeu, il y avait 2 failles dans le top 8 des Worlds cette année, et c'est quelque chose qui m'étonne honnêtement à moitié. Lexi étant Living Legends, Faille étant pour moi le deuxième meilleur aggro, il avait des match-ups assez favorables. Quand on voit, ben, au final, les decks les plus représentés au World ont été Islander, Bravo et Dromai. Le quatrième deck le plus représenté étant Dash et le cinquième étant Faille. Les 3 decks les plus représentés, on avait quand même de bonnes odds dessus, pour un peu qu'on connaisse le deck. Et au final, ça a très très bien marché. Je vais vous présenter le deck dans son ensemble. Donc voilà la liste, je me suis permis de reprendre la liste sur mon Fabrari pour pouvoir vous mettre les sides, donc que je connaissais pour le coup, parce que c'est des sides assez classiques avec le deck. Euh, donc rien de très très compliqué quand on a l'habitude de le jouer. Et je vais vous la partager en plusieurs points. Je vais déjà vous présenter dans un premier temps le package draconique, qui honnêtement ne change pas tant que ça entre les listes, parce que les cartes, ben, en fait, Ninja Draconic n'a pas eu de support depuis Uprising, depuis donc la sortie de Faille, on n'a pas eu de nouvelles cartes. Le tome est draconique, mais bon, soyons honnêtes, c'est plutôt pour Dromai. Donc le package draconique n'a pas trop changé. Par contre, on a eu quelques jolis ajouts. Et là, actuellement, on joue une liste un poil plus orientée donc ninja. Donc on va aller chercher du Breakpoint. On va aller chercher peut-être des plus petites lignes, mais beaucoup plus agressives, pour faire plus de value avec nos cartes. Donc il y a quelques cartes qui ont changé. Et je vais vous présenter ça maintenant. En deuxième temps, je vais vous présenter les équipements, comment les utiliser, pourquoi on les utilise, quels choix ont été faits. Et enfin, je vais vous présenter donc les cartes de side, pourquoi ça a été sidé comme ça, quels ont été les choix qui ont été faits. Au niveau du package draconique, ça va pas être très compliqué, ça va même être assez court en soi. On va avoir les Blazed Long, une des meilleures attaques du jeu, je pense, puisque c'est une 4 pour 0, donc un ratio absolument démentiel, qui a un go again conditionnel, mais extrêmement facile à obtenir avec Faille. Donc évidemment la carte bloque 2, parce que sinon, faut pas déconner, ce serait overcheaté si elle bloquait 3. Mais donc ça, on le voit partout. Le package Bronzewick Cinderclaw, qui est également joué en x9 dans la plupart des listes. Ça nous est arrivé pendant un moment de jouer, donc je vais parler en même temps d'une autre carte, donc Rising Resentment, quand là on ne joue que en rouge. Ça nous est arrivé de jouer des Rising Resentment en bleu, comme on fait ici avec les Bronzewick Cinderclaw. Mais quand j'en parlerai un peu plus, quand je reviendrai sur les équipements. Mais du coup, maintenant, on joue plutôt les Brand Cinderclaw en bleu et les Brand Cinderclaw en jaune également.
parce que c'est une carte extrêmement forte. Ça nous est arrivé de jouer des Rising Resentment en jaune, puisque Rising Resentment, le on-hit de cette carte permet de réduire le coût d'une attaque de 1, et on a quand même pas mal de one cost. Mais au final, on passe sur les Brand Within Colo jaunes, parce que ça nous permet de donner Draconique à notre prochaine attaque. Ça nous permet également de proc le Shuko, qui est un équipement où je reviendrai plus tard dessus. Du coup, c'était un peu plus intéressant. Ça nous assurait des lignes draconiques pour venir chercher notre fameuse Phoenix Flame. Cette Phoenix Flame, évidemment, package draconique, pour les gens qui ne connaissent pas Faille, Faille est un héros qui joue essentiellement grâce à cette Phoenix Flame, c'est ce qui en fait un héros extrêmement puissant, c'est ce qui va lui permettre notamment d'être très fort contre les decks fatigue, puisque vous commencez avec une Phoenix Flame dans votre cimetière, et tous les tours, vous pouvez payer 3, faire revenir une Phoenix Flame de votre cimetière dans votre main, et cette capacité coûte 1 de moins pour chaque chaîne draconique que vous avez fait. D'où le fait d'avoir des Brainwave Cinderclaw, donc x9 dans le deck, donc 3 rouges, 3 jaunes, 3 bleus, pour pouvoir un peu s'assurer cette triple chaîne draconique, qui permet donc de faire revenir la flame gratuitement, et qui du coup va vous permettre de présenter une attaque tous les tours en plus. Et ça, bon, les bravos, ce genre de choses, ils sont pas fans, parce qu'ils aiment bien... ils aiment bien bloquer avec des cartes, et quand on fait un bloc 3 sur une carte à 1, bah c'est pas forcément hyper value. Brandwood Cinderclaw également, qui fonctionne très très bien avec l'un autre équipement, les Kodashi, dont j'expliquerai plus tard dans les équipements pourquoi on va jouer les Kodashi. Mais du coup, Brandwood Cinderclaw, c'est la prochaine attaque qui devient draconique, donc cela fonctionne sur les armes. Pour continuer le package draconique, on va avoir les Ronin's Renegade, donc l'attaque la plus basique, hein, c'est une 0, 3 go again, 0, 3 go again, hein, c'est le petit running gag hein, des joueurs de faille, voilà, donc 0 pour 3 go again, voilà, 0 pour 3 go again, mais qui est draconique. On va avoir le Mounting Hunger, qui est une des meilleures cartes du pack, qui est donc une carte qui tape à 4, qui coûte 1, et qui va vous permettre de bannir des cartes de votre main, donc qui coûte 0 si c'est votre première chaîne, qui coûte 1 ou 0 si c'est votre deuxième chaîne, si c'est votre troisième chaîne. Non, c'est ça, si c'est votre deuxième chaîne, vous pouvez bannir une carte de 1 ou 0 pour ensuite la rejouer en lui donnant plus 1 d'attaque. Donc c'est une carte extrêmement forte, puisque ici, bon, on voit 4 d'attaque pour 1, mais en réalité, on hit, ça devient une 1 pour 5. Et c'est hyper intéressant quand vous jouez un deck aggro. Les Lavamen Loyalty bleu. Alors pourquoi? Parce que c'est une bleue 0 qui bloque à 3, et vu qu'elle est à 0, ça nous permet de taper avec les Kodashi, bien évidemment. Il y a eu un choix sur cette decklist. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et je trouve ce choix hyper intéressant. Ça, c'est pour le package draconique avec évidemment les Lava Burst. Bon, ça, tout le monde le connaît, hein, excellente rupture. Ça va taper à 5. C'est boosté par les Shuko parce que ça a 2 de base. Donc ça vous permet de faire une attaque, des Kodashi, des attaques draconiques et mettre en gros 5 en fin de chain. Ça fait de la value, c'est très fort, ça bloque 3 quand vous avez besoin. Pour l'instant, des choses assez classiques. Maintenant, on va regarder les cartes qui ne sont pas draconiques, et on va essayer de savoir pourquoi. Alors déjà, on va revenir sur les staples, hein, évidemment. Les Enlightened Strike, là, j'ai pas trop besoin de répondre à pourquoi, c'est une des meilleures cartes du jeu. Surtout qu'en plus, elle a vraiment pas mal baissé en HP1, donc c'est une carte qui commence à être plutôt disponible pour toutes les bourses. C'est une carte qui permet de piocher, qui permet de faire un gros burst asset, qui permet de prendre Go Again. C'est une carte qui fonctionne très très bien avec les Snapdragons, donc les bots qu'on va jouer en ninja. Donc c'est une carte hyper polyvalente. Ça vous permet de cycler une carte de votre main, c'est vraiment fort. Ça vous permet de répondre aussi à, par exemple, un Spinal Crush, c'est-à-dire qu'il y a un Spinal Crush, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de prendre le Crush, vous allez mettre 2 cartes si le Spinal Crush n'a pas Dominate, vous allez prendre 4 points de dégâts, vous allez répondre avec un Enlightened Strike à 7, donc vous avez fait de la value dessus. Donc la carte extrêmement forte, Command and Conquer, on ne la présente plus, le fameux Command and Conquer. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, c'est que maintenant, dans le deck, et je trouve ce choix vraiment pas mal, nous avons 2 Command and Conquer main deck. C'est-à-dire que là, le side, je l'ai vraiment mis à part. Donc ça, maintenant, ces 2 Command and Conquer sont main deck, et ils ne bougeront dans, je pense, aucun match-up. Même les match-up contre Islander, où des gens aimaient bien les enlever parce que
attaquer l'arsenal d'une Islander, elle va juste répondre en le jouant. Mais ça peut arriver aussi qu'elle ait des Def React, et du coup, Command and Conquer va empêcher ces Def React, et puis ça reste une 2 pour 6 bloc 3, donc une carte absolument monstrueuse. Rien, pas grand chose à dire dessus. Ravnus Rabble, c'est une carte qui est rentrée dans les listes de failles depuis pas très longtemps, mais vu qu'on est quand même très rouge, hein. On est quand même très 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 rouge dans le deck. Vous avez de très bonnes odds de tomber sur une rouge, donc ça reste une 4 d'attaque pour 0, Go Again, qui vous permet en plus de savoir ce qu'il va y avoir sur votre deck, ce qui peut être très utile pour Enlightened Strike par exemple, ce qui peut être très utile pour une carte comme Art of War. Ça vous permet un peu de voir un peu ce qui va se passer. Donc, et puis sinon, si vous voulez justement, rien ne vous empêche de faire un Brandwith Cinderclaw suivi d'un Ravnus Rabble, qui va permettre de le rendre draconique, et ainsi de suite, si c'est là parce que c'est une très très bonne attaque. On va avoir les salles de Wound. Salle de Wound, une carte. Pourquoi ne pas les présenter, mais même si beaucoup de personnes la connaissent, elle est d'ailleurs présente dans les decks IRA de présentation, que vous pouvez aller demander dans les boutiques gratuitement. Salle de Wound, qui est une carte jaune, qui va bloquer 3, donc très très bon, qui coûte 0 à jouer, donc vous pouvez même Kodachi avec dans de rares occasions, et qui va prendre +1 pour chaque attaque qui a touché sur la combat chain. Que dire? Autant avec d'autres héros, ce serait probablement moins fort, autant avec un héros comme Faille, qui va proposer 5, 6, 7 chainlink par tour, elle va très souvent être value, elle va très souvent faire très mal, et pour un peu que vous ayez 2 salles de wound, c'est-à-dire un salle de wound en arsenal, que vous en piochez un, que vous fassiez une ligne, que vous fassiez un premier salle de wound qui va arriver pour 5 ou 6, vous allez utiliser vos Snapdragon, et vous allez rejouer un salle de wound, en sachant que le premier va très souvent toucher. Ça peut faire des choses assez sympathiques. J'ai fait des tours très intéressants en Living Legends, au Battle Harden des Worlds Barcelona. On y reviendra aussi, notamment dans un épisode sur Retour Zéro en podcast qu'on tournera. Mais ça m'a vraiment permis de faire des tours absolument incroyables. Donc une carte très très forte, combinée aussi à Lava Burst. Ça va être donc Lava Burst et Salle de Wound, ça va être nos 2 finishers. Un peu. C'est les 2 cartes que les personnes redoutent le plus en fin de chaîne, parce que c'est celles qui vont faire le plus mal. Double Strike, une carte qui est rentrée dans la liste il n'y a pas forcément très très longtemps. On en jouait 2 dans les decks des Nats. Maintenant on en joue 3. J'ai beaucoup aimé les arguments qu'on m'a donnés. Parce que du coup on cherche à rallonger les chainlink, parce que les decks commencent à bloquer bien, on a de plus en plus d'équipements. Les Runblade ont récupéré la Dryadic Carapace. Il y a eu des choses très intéressantes. Donc là, Double Strike, c'est 2 chainlink, c'est gratuit, c'est vraiment bien, ça menace des Mask of Momentum, c'est une excellente carte. Et enfin, les 3 nouvelles cartes qu'on voit de la liste. Soulblade Strike, je vais pas revenir dessus, c'est une carte ninja, ça bloque à 3, ça tape à 2, c'est 0, 3, ça sert à faire des Kodachi, classico-classique. Maintenant, il y a 3 cartes qu'on voit maintenant dans la liste, qu'on voyait pas forcément avant, et qui sont extrêmement intéressantes. La première sur laquelle je vais venir, c'est Stabboon. Alors pourquoi Stabboon? Vous allez vous dire, mais dis donc, dans ta liste, il manquerait pas des bleus très très fortes? Elles sont ici. Maintenant, on va avoir tendance... Alors, vous pouvez faire l'inverse, hein. Vous pouvez mettre les Warmonger main deck et les Stamwood en side. Ça change pas grand-chose. Tout ce qui va changer, c'est les match-up où vous allez les jouer. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé un peu de place dans les decklists. Ce qui fait dire que maintenant, typiquement, vous affrontez un faille, Mirror de faille. Warmonger Diplomatie n'a absolument aucun intérêt. Mais aucun. Il ne vous servira jamais. C'est pas une attaque. Vous n'allez pas pouvoir la jouer. Vous allez la piocher sur un Art of War. Vous allez détester la carte. Vous allez vouloir la revendre. Donc ça sert pas à grand chose. Donc dans les match-up aggro, les match-up vous n'avez pas besoin des Warmonger. On va rajouter des Stabbound, qui est une carte qui est pas très connue des gens, mais donc qui est sortie à Outsider, qui dit que quand vous touchez un héros avec Stabbound, donc Stabbound tapera toujours à 2, sauf s'il est sur un Shuko parce qu'il a 2 de base, donc il peut taper à 3, ou sur un Art of War parce qu'il tape à 3, enfin voilà, buff exempté. Le héros va perdre X points de vie, X étant le nombre de fois qu'une dague a touché cette combat chain. Ça tombe bien, on joue 2 dagues. Donc, mais en plus de ça, ça reste une attaque bleue qui bloque 3,
à 0, donc que vous pouvez pitcher pour des Kodachi et qui peut être une bonne carte de fin de game si quelqu'un essaie de vous fatiguer ou quoi. Ça peut être intéressant, ça permet de Kodachi, ça permet de faire des trucs sympas. Et puis, honnêtement, votre adversaire a pris 2 Kodachi, dans votre main il reste Stab Wound et une carte que vous voulez Arsenal. Pourquoi pas, vous balancez le Stab Wound. Donc c'est 2 qui menacent 4. C'est une bonne carte. On va voir l'Ancestral Empowerment, qui est une attaque-réaction très très connue de Katsu, et qui ici va être rentrée parce que on a un peu augmenté notre ratio d'attaque ninja. C'est une carte qu'on jouait pas avant dans Faille, parce qu'on surchargeait en cartes draconiques, notamment parce qu'on jouait par exemple les Lava Vein Loyalty au rouge, donc même si c'est une ninja, c'est moins intéressant parce que du coup on va beaucoup plus jouer sur le côté draconique, et on n'a pas envie de forcément piocher des Ancestral Empowerment sur des tours Art of War. En plus, en fait, on a des attaques à 3 qu'on veut transformer en breakpoint. Mais pourquoi ils transforment en breakpoint? Parce que si c'est pas un draw sur le momentum, ça va pas être forcément intéressant. Alors que là, on a rentré une autre petite carte qui est juste à sa droite et qui est extrêmement intéressante. Donc Ancestral Empowerment, carte à 0, qui bloque 3, qui permet à une Ninja Attack Action de gagner +1, qui pioche une carte. Et en plus, petit trick intéressant pour ceux qui jouent faille, imaginons vous faites un Brain with Cinderclaw jaune, vous jouez un Ancestral Empowerment sur le Brain with Cinderclaw jaune, faut me suivre, et bien votre Blazed Long aura Go Again. Parce que Blazed Long ne précise pas une attaque rouge ce tour-ci, il demande une carte rouge ce tour-ci, et Ancestral Empowerment est une carte rouge. Donc ça fonctionne. Par contre, vous ne pouvez pas Ancestral Empowerment sur le Blazed Long. Attention, ce Blazed Long n'est pas une carte ninja. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc c'est sympa, ça cycle le deck, ça bloque 3, c'est une attaque-réaction. C'est vrai qu'on n'en voyait pas beaucoup des attaques-réactions dans Faille, donc ça fait plaisir de la voir. Et enfin, la star du spectacle, le Bittering Thorn rouge, arrivé par le set Round the Table. C'est une carte qu'on mettait en 2 fois, enfin moi en tout cas je l'ai en 2 fois dans le deck, pour une raison toute simple, c'est que j'ai acheté Round the Table, et du coup bah, j'en ai 2, parce que c'est des decks de Blitz, et la carte dans sa version rouge ne se trouve que dans Round the Table. Vous ne pouvez la trouver nulle part ailleurs pour l'instant. Il y a une autre version de la carte qui existait en jaune, par contre je ne saurais pas vous dire dans quelle édition, mais elle existait en jaune, qui tapait donc à 3, sauf que là maintenant du coup on a un Bittering Thorn qui tape à 4, qui coûte 1, et qui dit que si elle hit, votre prochaine attaque gagne +1, et elle a Go Again. Est-ce que ça vous rappelle une autre carte? Moi personnellement ça me rappelle Mounting Hunger, qui est du coup, comme je vous l'ai dit un peu avant, une des meilleures cartes du package draconique. Donc pourquoi avoir 3 Mounting Hunger quand on peut en avoir 6? Magnifique. Plus d'aggro, plus de on-hit, c'est breakpoint, on peut faire des Ancestral Empowerment dessus, on peut faire Bittering Thorn, Art of War, brain notre adversaire, etc. On peut même, ça peut par exemple arriver de jouer un Bittering Thorn, il va hit, vous voyez que votre adversaire il lui reste un bloc d'équipement, vous allez taper avec votre Kodachi va donc taper à 2, parce que Bittering Thorn précise votre prochaine attaque ce tour-ci. Donc ça fait comme Ira en fait, hein, d'ailleurs c'est Ira sur l'illustration, c'est pas pour rien. Donc ça peut permettre de faire des petits tricks, des choses assez intéressantes. La carte est très forte, la carte est vraiment cool. Je regardais un peu ce week-end, la carte était à 8 €. Maintenant la carte est à 15 € sur Card Market. Donc si vous en avez dans vos rounds de table, surtout gardez-les, le prix risque de monter. Parce que round de table, il n'y en a pas à l'infini. Dans les cartes qui ne sont pas du package draconique, évidemment on va parler de Snatch. La carte d'aggro par excellence, ça tape à 4, ça permet de piocher, ça coûte 0. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi c'est fort? C'est fort, c'est une carte hyper intéressante, même si vous n'avez pas beaucoup de cartes dans votre main, c'est une carte qui va toujours faire grimacer votre adversaire. En plus, c'est une carte qui vaut vraiment que dalle, c'est une commune, donc c'est incroyable. Snatch, ça vous sauve des situations, vous pouvez très bien Snatch, Snapdragon dessus, piocher une carte, etc. etc. Et enfin, Art of War. El Famoso Art of War, une des cartes maîtresses de tous les decks aggro, qui vous permet de donner +1 d'attaque, +1 de défense à toutes vos attaques action cards. Évidemment, le point de défense,
Si vous commencez à jouer des Art of War en défense réaction, ça va être un peu compliqué. Par contre, +1 quand vous faites 7 attaques, c'est plutôt intéressant. Et ça vous permet aussi également, donc, quand vous lisez donc les petits caractères, de bannir une attaque de votre main et de piocher 2 cartes. Donc, vous le mettez en arsenal, ça vous permet de cycler votre main tout en boostant, la carte est très très forte. Évidemment, cette liste n'est pas budget, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est une liste ultra compétitive. Je pourrais vous donner dans les équipements des petites astuces budget en attendant, mais si vous voulez jouer de façon vraiment compétitive, les cartes les plus chères du deck seront, je pense, Art of War, Command and Conquer et Let It Strike, pour les cartes en elles-mêmes. Et il n'y a pas vraiment de remplacement. Vraiment pour Art of War, vous pourrez toujours mettre des attaques pour la remplacer, mais en budget, mais au niveau compétitif, la carte est vraiment trop forte dans le deck. C'est vraiment une de nos power cards. Donc, si vous pouvez les avoir, prenez-les, même si vous les avez en version française, italienne, allemande. Moi, je sais que par exemple, mes Command and Conquer sont en allemand, hein, Gebeten und Heroburn, et ça se passe très bien, je vais très bien, je le vis très bien. Au niveau du deck, c'est bon, normalement. Oui, au niveau du deck, c'est bon. Je vais vous parler un peu des cartes qui sont en side. Les Warmongers, je vous ai expliqué pourquoi. Donc en fait, dans les match-ups où vous aurez besoin des Warmongers, vous enlèverez les Stab Wounds, vous mettrez les Warmongers. Les Sing Below et les Reinforce the Line. Donc Sing Below, la défense réaction bien connue qui permet de mettre une carte de sa main sous son deck et de piocher une carte. Donc un très bon cycling. Reinforce the Line qui a la particularité d'être un instant et non une défense réaction. C'est-à-dire que vous pouvez jouer par exemple, vous pouvez sur un Dominate de Bravo, mettre une carte de votre main, mettre un Sing Below et mettre un Reinforce the Line de votre main sur votre attaque, ce qui va augmenter sa défense de 4, donc c'est littéralement une 0 pour 4, à condition d'avoir bloqué avec une attaque une première fois. Donc vous allez principalement les jouer contre les Bravos, contre les Azalea, parce que ce sont des personnages qui vont vouloir vous dominate vos gueules, et avec Faille, on n'aime pas trop se faire disrupt en dominate. Et enfin, la grande nouveauté de cette liste, il y avait un autre Faille en top 8, donc lui je referai pas une review de son deck, notamment parce qu'il y a une carte où j'aimerais beaucoup l'explication. Cette personne jouait Sunsor dans le deck, apparemment c'est sa carte préférée. Bon, Sunsor est une carte très gros cerveau dont on vous parlera probablement dans un épisode. Par contre, j'ai pas envie d'écorcher son prénom. Alexandros Angririou, lui il a décidé de jouer un RS Face. J'y ai un peu réfléchi, j'ai un peu regardé ses games, et c'est vrai que c'est un bon choix. Même si il a vraiment, je pense, beaucoup plus réfléchi au choix que moi, parce qu'il a quand même emmené ses decks au World. Mais en théorie, dans le deck, on jouait donc 2 CNC main deck et un CNC en inventaire pour pouvoir le rentrer justement contre les Azalea, contre d'autres decks aggro au besoin, contre des Dash par exemple, parce que c'est CNC, c'est une carte très forte, ça menace l'arsenal. Mais c'est vrai que, vu la méta qu'il y a eu au World, Iris Face est une excellente carte, je pense, en particulier contre Islander. Parce que si jamais elle touche Islander, elle l'empêche de Ice, elle l'empêche de vous mettre plein de choses, ça lui tue son tour, mais ça l'empêche de fuse, donc c'est vraiment très bien. Et en fait, la seule différence entre RS Face et CNC dans son utilisation, pour Dromai c'est un popper, et c'est que la carte bloque 2, mais au final, si on a envie d'attaquer avec et bloquer avec les autres cartes de notre main, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu qu'elle bloque 2? Moi, je pense. Donc, au final, hyper intéressant. J'ai pas pu voir, parce que il avait pas mis le side sur Fabrari, mais j'ai pas pu voir pourquoi, enfin dans quel match-up il le rentrait, donc je sais pas s'il le rentre par exemple contre les Bravos, je sais pas s'il les rentre contre les Azalea, ce qui est possible, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, et je pense que de toute façon, je testerai cette carte. Maintenant que j'ai fait ça, pour finir, je vais finir avec les équipements. Ça va être assez rapide parce que c'est des équipements assez classiques. On va avoir la Flamescale Furnace, le meilleur torse draconique, autant pour Dromai que pour Faille. Dromai, elle s'en sert. Faille, c'est assez rare. Faille, on va surtout aller chercher les 3 points de vie du torse,
parce que dans des match-up, 3 points de vie, c'est beaucoup. Et petit tricks, dans certaines listes, si vous jouez des Flame Call Awakening ou si vous jouez des packages beaucoup plus draconiques, peut-être qu'un jour sur la chaîne, je présenterai des decks vraiment full draconiques. Vous pourrez par exemple pitcher des Phoenix Flame, parce que ça arrive d'avoir plusieurs Phoenix Flame, et c'est rarement intéressant d'en avoir 2. Donc là, dans cette situation-là, vous pourrez vous servir de la capacité de la Flame Scale. Sinon, si vous êtes amené à vous servir de sa capacité dans ce deck, c'est que votre tour est pas forcément incroyable, mais pensez-y, c'est utilisable, vous pouvez vous en servir en tant que faille. On les Shuko, donc les gants par excellence. D'ailleurs, dans la liste, il n'y a pas d'autres gants. C'est ça, dans la liste, il n'y a pas d'autres gants, parce que ben, c'est les meilleurs gants. Ça bloque 2, c'est Blade Break. Vous n'avez pas besoin de l'activer, entre guillemets, puisqu'en fait, il va juste s'activer tout seul. Donc votre deuxième attack action, qui va avoir 2 ou moins de base tous les tours, gagnera +1. Donc votre deuxième attaque gagnera +1. Et les damages ne pourront pas être prévenus. Et ce qui est très très fort avec Faille, c'est que évidemment, vous avez cette Phoenix Flame qui va toujours amener ce proc. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un Lava Burst, Phoenix Flame booste le Lava Burst. Vous avez un Salt de Wound, Phoenix Flame booste le Salt de Wound. Vous avez un Brandwith Cinderclaw bleu, un Brandwith Cinderclaw jaune, Brandwith Cinderclaw booste le Phoenix. Vous avez Double Strike, pas besoin, il se booste tout seul. Vous faites le premier à 1, vous faites le deuxième à 2, ça en dit une 0 pour 3 sur 2 Chainlink. Les gants sont vraiment trop bien. Avant, on avait des gants très mauvais. Katsu, il a ses propres gants, donc il a les gants qui lui permettent de donner +1 des attaques avec combo. Mais nous, nos attaques n'ont pas combo, donc aucun intérêt de les jouer. Donc les gants très très forts. En plus, ils sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils doivent coûter une trentaine d'euros à tout casser, je pense. Ça doit être à peu près ça. Donc vraiment un must-have. Les Kodachi, on ne les présente plus, hein, c'est le Kodachi. Je vous ai expliqué pourquoi ils étaient là aussi via les Brandwith Cinderclaw. C'est une des raisons pourquoi on joue les Brandwith Cinderclaw jaunes. Les Snapdragon Scaler, bien évidemment, les bots par excellence. C'est une attaque réaction, c'est gratuit. Ça permet de donner Go Again à une attaque carte qui coûte 1 ou moins. Donc, vous ne pouvez pas donner Go Again à des Command and Conquer. Wink wink. On va avoir la Fiendal Spring Tunic. Alors la Fiendal Spring Tunic, pour le coup, on le sait, hein, le torse est complètement cassé. Mais vous pouvez jouer faille sans l'avoir au début, parce qu'en fait, elle ne va vous servir que dans 2 match-up pour moi. C'est-à-dire que moi, je la joue dans Dromai et je la joue dans Islander. Parce que Islander, vous avez besoin de cette tunique pour pouvoir payer le coût du Coronet Peak, notamment. Et vous en avez besoin dans Dromai, parce que dans Dromai, vous voulez pas bloquer, et vous allez juste faire de la value sur les dragons, et ça vous permet de faire des Art of War gratuitement. Et de toute façon, contre Dromai, c'est la fête du slip, donc pas trop besoin de s'étendre. Mais c'est la tunique, hein, on la présente plus. Elle est extrêmement forte. Je parlerai des masques après. Les Tide Flippers, qui vous permettent de donner Go Again seulement à Lava Burst et Salt de Wound, parce que ça permet de donner Go Again à des attaques qui ont 2 ou moins de base. Mais alors, pourquoi les jouer? Elles ont Arcane Barrière 1. Moi, c'est quelque chose dont j'ai un peu de mal à faire, mais c'est quelque chose que je faisais pas mal avant. Avant Faille, personnellement, je jouais en AB2, parce que contre Islander, AB2, ça peut vous sauver la vie dans certaines situations. Donc là, lui, il choisit de jouer AB1. Ça a dû être mûrement réfléchi, et je comprends tout à fait. Et je pense que si j'étais dans ces situations, et au vu du nombre d'Islanders qu'il y avait au World, c'est 100% compréhensible. Et j'aime beaucoup le choix. Et bravo monsieur, c'est une belle réflexion, et ça lui a très bien réussi, puisqu'il a battu Yukili sur Islander, et je ne me souviens plus de son prénom, mais un autre joueur, donc hongkongais, sur Islander en finale. Et les 2 fois, il jouait Tad Flipper, ça lui a très bien réussi. Et on finira par les 2 cartes les plus puissantes du deck, je pense. Les 2 cartes qui font que Ninja et Ninja. Les 2 masques. Donc le premier, c'est donc le Mask of Momentum, qui permet à votre 3e attaque qui a hit de suite, et quand je dis attaque, c'est attaque action card, de vous faire piocher. Donc c'est-à-dire que vous touchez 1 fois, 2 fois, la 3e fois, vous piochez.
D'où le fait de faire des chaînes assez longues, d'où le fait de jouer Kodachi, par exemple. Hem Et le Mask of Pouncing Lynx qui va vous permettre d'aller tuto, donc d'aller chercher dans votre deck une attaque qui a 2 ou moins de base, de la bannir, et vous pouvez la jouer ce tour-ci. Si vous avez suivi toute la vidéo, vous savez de quelle carte je veux parler. On va très souvent aller chercher des Lava Burst ou des salles de wound. Par rapport à ça, personnellement, je préfère aller chercher des salles de wound avec le Mask of Pouncing Lynx, si vous avez l'occasion de le faire, parce que le tour où vous allez utiliser le Pouncing Link, ça va être un tour où vous allez potentiellement beaucoup toucher avec vos attaques. Donc le Salt de Wound présentera assez souvent 6 ou 7. Là où le Lava Burst va être beaucoup plus simple à setup, puisque peu importe le nombre d'attaques qui ont touché, même si vos 3 premières attaques n'ont pas touché, lui, il va arriver en ligne 4 et il va toujours présenter 5. Donc le Mask of Pouncing Link est beaucoup plus rentable si vous avez beaucoup touché et que vous avez donc Salt de Wound qui arrive à 6. La série Blade, donc l'arme signature de Faille, qui est une arme draconique, qui tape pour 2 et qui gagne Go Again si vous avez 2 Draconic Chainlink ou plus en cours. C'est une arme qui va très souvent être jouée, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai mis en side entre elles. C'est une arme qui va très souvent être jouée avec le Pouncing Lynx, parce que quand on va jouer les Kodachi, on va préférer jouer le Momentum. Quand on va jouer le Pouncing Lynx, on va préférer jouer l'Emberblade. C'est une des très grosses différences qu'il y a entre Katsu et Faille, c'est que typiquement Katsu, il va affronter une Uzuri, il va affronter une Azalea. Bah, en fait, il va pouvoir jouer que les Kodachi et il va se prendre un Codex of Frailty et les Frailty tokens font très mal aux Kodachi puisque les Kodachi tapent à 0. Alors que si vous prenez un Codex avec Faille, en théorie, si vous savez que vous jouez contre un assassin, vous jouez l'Emberblade. Donc l'Emberblade tapera à 2, mais ce sera pas si grave en soi. Vous pourrez quand même faire des chaînes draconiques, puisque celui-ci compte pour le passif de Faille, ce qui en fait un héros quand même assez polyvalent. Je pense que j'ai tout dit. Je pense avoir un peu tout expliqué. Je pense en tout cas avoir expliqué les cartes. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, si vous voulez jouer Faille, si Faille vous intéresse, c'est de le playtest. Parce que c'est un héros que je recommande souvent quand on me pose la question à des nouveaux joueurs. C'est un héros qui est assez facile de prise en main. On l'a vu d'ailleurs, on a fait jouer le héros à des gens qui ne jouaient absolument pas à Fab, et ils ont très rapidement pris le coup de main, ils ont très rapidement compris, en tout cas, ce qu'il fallait faire avec le héros. Donc c'est un héros qui va pas du tout vous apprendre à bloquer, par contre, mais c'est un héros qui va vous apprendre le séquencing. Et le séquencing dans Faille, il y a vraiment des skill caps avec Faille, c'est que vous allez commencer à le jouer, vous allez balancer vos attaques, vous allez vous dire ok, donc j'ai fait mes 3 draconiques, je vais pouvoir faire mon phénix. Et puis à un moment, vous allez voir que parfois certaines attaques sont dans un certain ordre, meilleures de cette façon, plus optimisées pour aller chercher un proc de masque. Et du coup, vous allez vraiment travailler ce séquencing d'aggro et ça va vous faire progresser sur le jeu en général. Donc pour moi, c'est un deck où tout le monde devrait y passer, au moins une fois. Tout le monde devrait au moins essayer de le maîtriser. Parce que même si ça vous apprend à ne pas bloquer, ça vous apprend surtout à comment attaquer. Et ça reste quelque chose de très important dans Flesh and Blood. Voilà, j'espère que cette petite explication vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous voulez plus de spécificité, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou si vous avez des choses plus spécifiques, soit les mettre en commentaire, soit carrément venir sur notre Discord, le lien est dans la description. J'essaierai d'y répondre avec ce que je sais sur Faille et avec ce que j'ai pu en jouer en tout cas. On a le Discord, donc comme je l'ai dit en description. On a également la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Du coup, vu que Faille a gagné les Worlds, je vais essayer de vous proposer un peu de gameplay avec le héros pour expliquer un peu comment ça se passe. On a Twitter aussi. Alors malheureusement, on communique pas beaucoup sur Twitter parce qu'on n'a pas trop le temps et on est honnêtement pas très fort pour ça. Mais on va essayer de le faire un peu plus. Et sinon, bah, comme d'hab, hein, vous pouvez nous retrouver en podcast tous les dimanches avec toute la team. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette deck tech vous aura plu. Je vous dis à très vite. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à vous de regarder Tour 0.